d'article, critique du fétiche capital. Et je voulais le faire pour montrer comment, d'abord, l'importance de cette affaire-là et l'extension que la notion de fétichisme de la marchandise prend chez Pospenet, une extension qui n'est pas du tout celle que l'on trouve dans les analyses d'ailleurs formidablement intéressantes de Lukács ou de Rubin. Et il explique en particulier comment il y a formation du fétichisme, même dans des mouvements qui se veulent révolutionnaires, qui donc fétichisent la marchandise et l'argent sous une forme tout à fait spéciale. Et donc, c'était mon projet au départ. Le problème, c'est que je ne suis pas ce projet, tout simplement parce que je suis englué en ce moment dans un domaine totalement différent, les neurosciences cognitives. Le prochain numéro de la revue Cité porte ce titre, que pensent et que veulent les neurosciences cognitives. Et donc nous avons dans ce numéro des spécialistes, mais vraiment des spécialistes, c'est-à-dire des neurologues, une philosophe seulement, mais tous les autres sont des neurologues. Et il fallait faire la critique, en tout cas pas critique destructrice, mais mesurer la valeur, la cohérence, la portée de ce savoir en sciences cognitives, pas seulement en neurosciences cognitives, et la plupart des gens se sont défilés, c'est-à-dire Henri Adler s'est défilé, pour domicile, Amazel a dit j'ai pas le temps, il a commencé, mais il a dit c'est pas tout. Donc ça me retombe sur la tête, et donc voilà, ce qui se passe, c'est la convergence, et je reviens beaucoup. Je voulais dire aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans la question du fétichisme, par rapport à mes propres travaux, c'est en particulier l'analyse de ce que moi, je considère comme central dans la société contemporaine, c'est la question de l'appropriation. Or, le fétichisme de la marchandise est une donnée absolument centrale dans la fétichisation de la nature, fétichisation de l'humain. Et tiens, autre annonce, excusez-moi du trop d'annonce. Le 13 juin, il y aura ici un colloque sur la marchandisation de l'humain. Sur la marchandisation de l'humain. La question du fétichisme, c'est là que je présentais à savoir cette analyse du fétichisme, de la marchandise, à la fois chez Marx, au début du XXe siècle, et aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, encore un mot. Il y a aujourd'hui une relecture de Marx, des relectures proliférantes de Marx, et qui sont d'un intérêt tout à fait considérable, parce que l'approche de Marx, le plus souvent aujourd'hui, se fait dans une perspective qui est moins idéologique qu'elle ne pouvait l'être il y a encore 2 décennies. Et quand j'entends par idéologique, ça veut dire qu'il y a 2 décennies, 3. Si vous parlez de Marx, vous parliez de Marx, vous étiez encadré, marxiste, périmé, favorable au régime totalitaire, instrument d'une idéologie dépassée. Un automatisme immédiat. Depuis, les choses ont bien changé, depuis l'effondrement des régimes communistes, depuis les crises très graves du capitalisme, les crises très récentes, et les crises qui n'ont pas manqué d'arriver dans un futur immédiat, l'approche de Marx s'est beaucoup modifiée. Bien entendu, des gens comme Boston et d'autres, etc., travaillent sur Marx depuis longtemps, ils n'ont pas attendu la crise pour travailler sur Marx, mais leurs travaux connaissent aujourd'hui une diffusion, une ampleur, et d'autres encore, c'est pour cela, connaissent une ampleur tout à fait formidable, justement parce que on redécouvre Marx d'une certaine manière dans la potentialité de ses textes, pas pour lui-même, et pas en vertu de catégories idéologiques qui masquent leur portée. Donc voilà la justification pour laquelle nous avons bonjour.
Et donc, ça sera aujourd'hui Anselme Jacques qui parlera de course et de Bostonais, qu'il connaît bien. Et je voulais dire aussi que je regrette, je connais personnellement Bostonais, j'ai vu la dernière fois encore l'année dernière à Boston, je voulais le faire venir, et il ne pouvait pas parce qu'il a un cancer, je ne sais pas bien comment c'est développé ce cancer, mais en tout cas, il ne pouvait pas. Donc on parlera de lui en son absence. Cet intérêt pour Marx, qui n'est pas simplement occasionnel, mais qui est dû à des problématiques tout à fait contemporaines aujourd'hui, a déjà donné lieu, comme vous savez, comme vous pouvez le voir sur la fiche du colloque, à la publication de ce numéro de Cité qui portait sur le Marx politique. Ce sont d'autres aspects de Marx que l'on va aborder aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux vous faire passer le numéro de la revue. Donc voilà, c'est des considérations préliminaires que je voulais faire avant de céder la parole et de vous dire donc que l'analyse de la fétichisme de la marchandise porte de quelque chose. Bien. Merci beaucoup, Franck Bach. On vous connaît, on vous a déjà entendu ici, on sait la qualité de vos travaux et votre portée de travaux sur Marx. Je vous cède donc la parole sur transformation et réalisation de la philosophie selon Marx. Et donc vous pouvez prendre tout le temps. Je signale qu'il y a ici des étudiants de L2, donc saisissent l'intérêt des journées d'études de ce genre, et donc que ce soit suffisamment dit lentement et clairement pour qu'ils puissent en tirer le meilleur profit. Je voudrais d'abord vous remercier, Charles Zarka, pour votre invitation à participer à votre séminaire, à intervenir dans cette journée sur Marx aujourd'hui, et pour revenir dans vos locaux. Et à la fois, c'était pour rigoler, si vous souvenez. Cette fois-ci, c'est pour Marx. Mon propos, donc, ne portera pas sur le Marx politique, mais sur le Marx philosophe, et plus exactement, d'ailleurs, sur le rapport de Marx à la philosophie. J'ai choisi de présenter un propos, comme le disait M. Zarka, qui puisse être accessible aux étudiants, d'autant plus cette année que Marx est, comme vous le savez, pour la première fois, inscrit au programme de l'écrit de l'agrégation. Ce n'est pas un signe indifférent, c'est très significatif. Donc je me suis dit que il devait y avoir certainement parmi les agrégatifs. Donc mon propos s'adresse aussi à eux. Donc j'avais fait quelque chose sur le rapport de Marx à la philosophie. Évidemment, ce serait une question extrêmement large. Je vais donc la prendre sous un angle particulier et surtout à partir de textes qui ne sont pas forcément ceux qu'on lit immédiatement lorsqu'on pose cette question. On la prend très souvent, cette question du rapport de Marx à la philosophie, à partir de l'introduction à la critique du droit politique hegélien, ce texte publié en 1844 à Paris dans les annales franco-allemandes. Et c'est très souvent sur ce texte-là que l'on s'appuie pour, s'agissant de la question du rapport de Marx à la philosophie, de son éventuel, pour le dire comme mon collègue Léonie Gérard Bensoussan, son éventuelle sortie de la philosophie, ou alors ensuite on s'appuie également bien sûr sur les thèses sur Feuerbach, ces thèses rédigées en 1845-46 et surtout la fameuse 11e, que tout le monde connaît, même s'il faut, pour la comprendre, la rapporter aux 10 précédentes. Eh bien moi je parlerai d'autres textes cette fois-ci, des textes antérieurs. Je vais me baser sur les textes du jeune Marx, et en l'occurrence des textes, des notes prises par Marx à l'époque où il était en train de rédiger sa thèse de doctorat. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses là qui se jouent dans ces textes et qui auront des effets majeurs dans la suite. Ces textes dont je vais parler se tournent autour d'un problème, d'une question qui est devenue centrale dans cette époque que les Allemands appellent le Vormärz, avant Marx, c'est-à-dire toute la période qui précède
la révolution qui est de février en France, mais qui a un mois de plus en Chine. Et ce problème est de savoir donc si ce qu'ils appellent, qui reste à préciser, mais ce sera un des enjeux de ce que je vais présenter aujourd'hui, ce qu'ils appellent la critique, si cela a le sens d'un accomplissement de la philosophie, c'est-à-dire dans ce cas-là, la philosophie deviendrait vraiment elle-même en tant que critique, ou bien est-ce que cela a le sens d'une sortie de la philosophie, voire d'une suppression de la philosophie. La philosophie, en quelque sorte, cessant d'être ce qu'elle a été jusque-là pour faire place à la critique. Et c'est autour de ce problème que tournent les débats internes au jeune hegelianisme, puis à l'hegelianisme de gauche, c'est-à-dire autour du sens qu'il convient de donner à l'expression de réalisation de la philosophie. On trouve soit sous la forme réalisée ou de la philosophie, ou de la philosophie. La réalisation de la philosophie est-elle son accomplissement en tant que philosophie, ou signifie-t-elle la fin et la sortie de la philosophie? Réaliser la philosophie, est-ce l'accomplir en la mettant en œuvre en tant que philosophie, ou bien est-ce la supprimer en tant que philosophie en œuvrant d'une nouvelle manière et dans un autre élément, peut-être celui qui s'appelle la pratique, l'élément de la pratique, de l'activité, reste à savoir d'ailleurs quelle forme peut prendre cette pratique, cette activité. Avant de voir de quelle manière Marx intervient dans ce débat, qui a lieu autour de lui, ce n'est pas lui qui l'initie, il convient d'abord, pour préciser quelques éléments historiques, et notamment de rappeler que, comme très souvent dans ces affaires, le point de départ se trouve dans l'idée que les jeunes hegeliens empruntent à Hegel l'idée d'un devenir monde de la philosophie. Et l'idée parallèle d'un devenir philosophique du monde. Cette seconde proposition, devenir philosophique du monde, est d'ailleurs habituellement retenue comme exprimant essentiellement la position hegelienne. C'est le sens de la proposition fameuse de Hegel, selon laquelle, s'agissant, comme il le disait, de l'enseignement qui dit comment le monde doit être, la philosophie, de toute façon, vient toujours trop tard pour cela. En tant que pensée du monde, elle n'apparaît dans le temps qu'après que l'effectivité a achevé son procès de culture et est venue à bout d'elle-même. La chouette de nerfs ne prend son envol qu'à l'évolution du virus. La conception de la philosophie comme pensée du monde renvoie à l'idée d'un devenir philosophique du monde, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle une grande philosophie est au fond toujours la pensée de soi d'un monde historique réel. C'est pourquoi la philosophie intervient comme telle seulement à la fin, comme résultat, lorsque précisément le principe d'une époque historique s'est réalisé ou effectué et qu'il en vient à se penser lui-même, c'est-à-dire à s'intérioriser, sich erinnern, mais donc aussi à se remémorer en tant que principe dans la pensée philosophique de lui-même et de son sens. C'est donc en référence à Hegel que le jeune Marx peut dire, dans une note de sa thèse de doctorat, consacrée à la différence générale de principe entre la philosophie naturelle de Démocrite et celle d'Épicure, c'est dans une note donc que Marx écrit, je le cite, que le devenir philosophique du monde est en même temps un devenir monde de la philosophie. Et ce sont des textes là que vous trouvez en traduction française dans le 3e tome des œuvres à la Pléiade, en l'occurrence, des textes autour des pages 80-90, puis un autre ensemble que je citerai plus tard. Mais en même temps, je vais pratiquement tout le temps corriger la traduction sur beaucoup de points. Mais si vous voulez voir la traduction existante, c'est donc le tome 3 des œuvres à la Pléiade. Le devenir philosophique du monde est en même temps un devenir monde de la philosophie. Et Marx emprunte en effet directement à Hegel l'idée selon laquelle, après avoir, je cite Marx, après avoir conquis sa liberté intérieure, l'esprit théorique se change en énergie pratique et, sortant du royaume des ombres de l'Amentine, se tourne comme volonté, als Wille, contre le monde réel
qui existe indépendamment de lui. Fin de citation. On trouve ici l'idée hegelienne selon laquelle l'esprit qui, au terme d'une époque historique, pense ce qu'il a fait et porte au concept sa propre effectuation historique, est aussi l'esprit qui ressource sa propre puissance d'agir et par là se prépare à passer de nouveau à l'action et à configurer dans l'effectivité un nouveau monde historique. Pour Marx comme pour Hegel, la philosophie est le lieu où l'esprit se recharge en quelque sorte en énergie pratique. Un passage à la pratique s'initie donc dans la philosophie, mais le passage à la pratique en tant que tel ne s'effectue, ni pour Hegel ni pour Marx, c'est-à-dire dans la philosophie elle-même. Dans la philosophie elle-même, le passage à la pratique ne peut prendre qu'une forme elle-même encore philosophique. Et cette forme est très exactement ce que Marx, pour sa part, appelle la critique. Je cite une phrase essentielle de Marx sur ce point, dans les notes de la thèse, partout ce texte-là. La pratique de la philosophie est elle-même théorique. La pratique de la philosophie est elle-même théorique. C'est la critique qui mesure l'existence individuelle à l'aune de l'essence, la réalité particulière à l'aune de l'idée. La pratique de la philosophie est elle-même théorique. C'est la critique qui mesure l'existence individuelle à l'aune de l'espèce, la réalité particulière à l'aune de l'idée. Le devenir pratique de la philosophie, en quoi consiste la critique, peut être compris comme sa réalisation. Mais en tant que ce devenir pratique est lui-même philosophique, et aussi longtemps qu'il est philosophique, il reste, comme on le verra, entaché d'une contradiction. Le vrai devenir pratique de la philosophie, c'est-à-dire son devenir pratique, s'il était vraiment ou réellement un devenir pratique, ne pourrait être que la liquidation de la philosophie. Ce que Marx appelle ici dans ce texte la perte de la philosophie. Et il écrit là, je cite, la réalisation de la philosophie est en même temps sa perte. Je reviendrai. Mais une première chose à établir, et qui à mon avis est importante lorsque l'on aborde ces questions de réalisation de la philosophie, c'est qu'il faut tout d'abord prendre garde de ne pas commettre l'erreur qui consisterait à assimiler la réalisation de la philosophie et le devenir monde de la philosophie. Le devenir monde de la philosophie. Porté en quelque sorte par un élan hegelien, on pourrait être conduit à penser que la réalisation de la philosophie est la même chose que son devenir monde. C'est-à-dire le processus par lequel elle se réaliserait en un monde historique qu'elle configurerait. Or, le devenir monde de la philosophie, Verweltlichung de la philosophie, n'a pas ce sens-là pour Marx, dans tous ses textes. Que la philosophie devienne un monde signifie pour Marx qu'elle devient un système. C'est en devenant un système, en prenant la forme d'un système, que la philosophie devient pour Marx un monde. La chose vient à peine pour Marx de se produire, précisément avec le système hegelien, mais elle s'est déjà produite auparavant dans l'histoire de la philosophie, par exemple, selon Marx, avec Aristote. Ce qui intéresse Marx, c'est ce qui advient de la philosophie après qu'elle a pris la forme monde, c'est-à-dire après le système. D'où l'ambition qui est celle de Marx dans sa thèse de doctorat, de parvenir à tirer pour lui-même et pour sa propre génération post-hégélienne un enseignement de ce qui s'est produit dans l'histoire de la pensée après Aristote, avec Épicure et Démocrite. Il faut donc bien comprendre que le devenir monde de la philosophie n'est pas pour Marx un projet à accomplir. Au moment où il écrit, Marx estime que le devenir monde de la philosophie a déjà eu lieu, et que la chose s'est très précisément produite avec Hegel. La question n'est donc pas que faire pour que la philosophie devienne un monde, mais que faire après que la philosophie est devenue un monde. Plus exactement, la question préalable est celle de savoir,
la question préalable à celle de savoir que faire est celle-ci, au fond pour Marx. Que se passe-t-il dans l'époque qui suit le devenir monde de la philosophie? Que se passe-t-il dans une époque qui suit un devenir monde de la philosophie? C'est la question que Marx pose dans ses cahiers de 1839-1840 sur la philosophie épicurienne, cahier préparatoire à l'écriture de sa thèse de doctorat. On trouve d'abord là la confirmation de ce que, comme dit Marx, par une philosophie qui s'est élargie aux dimensions du monde, Marx entend une philosophie qui, comme il dit, je cite, s'est close en un monde achevé, total. C'est-à-dire une philosophie qui a pris la forme du système. Marx précise comment les choses se passent lorsque la philosophie prend cette forme monde. Je cite, « La philosophie jette ses regards derrière elle quand son cœur est devenu assez fort pour créer un monde. » Autrement dit, de façon parfaitement conforme à Hegel ici, Marx pense qu'une philosophie devient système dans et par le regard remémorant que la pensée jette sur ce qui a effectivement été accompli dans et par une époque historique que la philosophie vient conclure en ramassant et en pensant les résultats essentiels. Selon Marx, c'est précisément ce que Hegel lui-même a fait. Et c'est la raison pour laquelle sa philosophie, comme il le dit, est une philosophie élargie aux dimensions du monde. La question est de savoir ce qui se passe ensuite. De sorte qu'en posant cette question, Marx entreprend de déterminer ce qu'il a